tous, ravi de vous retrouver encore une fois dans 3 questions A. Vous l'avez compris, l'émission qui vous donne les clés de compréhension de ce qui fait l'actualité culturelle, économique, sociale, voire même l'actualité internationale. Et ce sera le cas aujourd'hui où nous allons nous intéresser de ce qui se passe au-delà de nos frontières. Eh bien, nous irons jusqu'au Mali, plus précisément à Tombouctou. Et pour ce faire, nous avons comme invité Ibrahima Boubacar, Ibrahima Ibé. Salut. Bonjour Monsieur Touré. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment à travers votre organe de presse et précisément sur la chronique. Nous sommes très heureux quand même de l'invitation. Merci. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes en compagnie bien sûr de Oumar Baraka. Oumar, salut. Salut. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Je rappelle que vous êtes tous les deux des journalistes. Vous avez publié un livre, vous êtes également dans la communication. Voilà. Mais surtout essentiellement, vous êtes membre d'un collectif qui s'appelle Tombouctou réclame ses droits, n'est-ce pas? Alors, comment se passe d'abord votre séjour au Sénégal? Je pense que je dirais la même chose que j'ai toujours dit quand j'étais étudiant dans ces beaux pays, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le Sénégal, le Mali et entre les pays africains. Donc les séjours se passent comme ça doit se passer, c'est-à-dire tranquillement, normalement, calmement et paisiblement. Comme on l'a dit, sans connaître le passé, on ne peut pas comprendre le présent. Alors à présent, nous voudrons que, bien sûr, Ibé, que vous reveniez un peu par rapport à l'historique de Tombouctou, de la ville de Tombouctou, histoire qu'on puisse comprendre les enjeux qui règnent vraiment là-bas. Merci pour cette première interrogation. Tombouctou d'abord, c'est d'abord une ville, même si aujourd'hui, administrativement parlant, quand on dit Tombouctou au Mali, c'est la 6e région de la République du Mali. Tombouctou est une ville historique, légendaire, qui est rentrée dans l'histoire depuis le XVIe siècle, on peut le dire, grâce notamment à la première université au monde, autrement dit l'université Sankoré, qui est née 400 ans avant celle de la Sorbonne, qui est d'ailleurs la première université reconnue universellement sur la terre. Et c'est à Tombouctou qu'a vécu les plus grands savants africains, notamment Ahmed Baba, notamment son maître Mohamed Bagayogo et d'autres grandes personnalités qui ont donné ce Torah qu'à Tombouctou aujourd'hui. C'est également la ville où il y avait 20 000 étudiants au XVIe siècle, pour une population de 100 000 habitants. Et c'est dans cette ville également qu'on retrouve les plus vieilles œuvres écrites par des Noirs, lorsque l'homme blanc ne savait ni lire, encore moins écrire des livres. Ici en Afrique, il y avait des Noirs, il y avait des savants qui écrivaient des livres, qui parlaient de toutes ces grandes choses dont le monde aujourd'hui se vante, dans l'histoire, dans la philosophie, dans la philologie, dans l'archéologie, dans toutes ces sciences aujourd'hui qui sont vantées d'être occidentales, étaient déjà dans cette ville de Tombouctou. Tombouctou également, c'est la ville des saints où vivent 333, la ville de 333 saints. C'est également la perle du désert, c'est la ville du brassage et du métissage culturel, puisqu'à Tombouctou, tu peux rencontrer à la fois des Arabes, des Soraïs, des Maures, des Tamasheks, des Touaregs, donc des Peuls. Donc c'est vraiment une ville multiculturelle. Alors merci, je crois que ces explications sont vraiment très claires. Voilà, donc c'était tout simplement, comme on le dit dans le jargon, une fausse ouverture. Donc on va s'intéresser à votre collectif. Le collectif Tombouctou réclame ses droits. Voilà. Je pense que je suis avec quelqu'un. Vous revenez par rapport à la jeunesse même de ce collectif. Je suis avec quand même le deuxième père fondateur du collectif et je sais que sûrement il va dire d'autres choses. Le collectif, c'est un peu ce qu'on peut appeler l'explosion des sentiments de mépris, d'oubli,
de sous-estimation d'un peuple par son état auquel il appartient. C'est-à-dire que c'est né un peu de nos sentiments qui ont toujours été frustrés dans l'histoire du Mali. C'est-à-dire que depuis la naissance de la République du Mali, Tombouctou a toujours été écarté, Tombouctou a toujours été délaissé, et rien n'est fait à Tombouctou. Tombouctou, c'est la ville que, malgré que le Mali aura bientôt 60 ans, n'a même pas une route pour aller à Tombouctou. Pour aller à Tombouctou, c'est tout un calvaire. Alors, vous avez fermé, même parmi vos actes, vous avez fermé l'aéroport de Tombouctou, n'est-ce pas? Est-ce que, Oumar, vous pouvez revenir par rapport à cela? Par rapport à la fermeture. Vos revendications en quelque sorte, d'une manière générale. Bien sûr, nous avons beaucoup de revendications, ça il faut le reconnaître, puisqu'il y a un accord déjà qui les démontre, signé entre les collectifs et le gouvernement. Maintenant, il faut dire que la fermeture de l'aéroport, c'est venu de la volonté, du sentiment de la jeunesse de vouloir à ce que les gouvernements répondent à leurs revendications qu'ils ont d'ailleurs toujours posées, mais on fait la sourde oreille, comme si ces revendications, plusieurs revendications ont été faites avant la fermeture de l'aéroport. Donc pour qu'il y ait une réponse du gouvernement, il y a eu la fermeture de cet aéroport qui est un enjeu vraiment par rapport à la région de Tombouctou. Parce que tout ce qui à l'aéroport, il se trouve également qu'il y a la MINUSMA, la présence de Barkhane, il y a tout ce qui se passe, il y a beaucoup de choses qui se passent par l'aéroport. Donc raison pour laquelle finalement on a fermé la route de l'aéroport. Comment peut-on expliquer, malgré les enjeux économiques qui sont là-bas, culturels, politiques, et qu'on sente que Tombouctou est laissé à lui-même? Oui, c'est ce que je viens d'expliquer en réalité. Il y a, c'est-à-dire, le gouvernement fait comme si Tombouctou, qui lui sert d'ailleurs c'est avec le nom de Tombouctou que le gouvernement du Mali, partout où il passe dans le monde, demande de l'aide pour le Mali même. C'est-à-dire Tombouctou est connu dans le monde plus que le Mali lui-même. Mais malgré tout ça, c'est-à-dire on oublie Tombouctou par rapport... C'est vraiment paradoxal en réalité de voir la situation, ce qui se passe. C'est-à-dire on ne peut pas utiliser le nom de Tombouctou pour quand même avoir des marchés pour le Mali en entier, mais oublier Tombouctou dans les plans du développement. C'est paradoxal. Mais concrètement, Ibé, qu'est-ce que vous réclamez? Nous réclamons beaucoup de choses. Nous réclamons beaucoup de choses, mais quand même il y a des choses que nous avons inscrites dans l'accord que j'ai ici. L'accord pour peut-être la caméra, ça et là. L'accord que le gouvernement avait fait disparaître en réalité, parce que le gouvernement, au lieu de travailler sur... Donc il y a une tentative de dissimuler cela. Non, c'est-à-dire de faire comme si le gouvernement n'a jamais signé d'accord avec le collectif Tombouctou réclame cela. Donc qu'est-ce que nous revendiquons? Nous revendiquons le redémarrage des travaux de la route Tombouctou-Gomakura. Nous réclamons également la sécurité pour la région de Tombouctou, parce que c'est à Tombouctou que tu ne peux pas faire 3 jours sans qu'on enlève une voiture, sans qu'on enlève une moto, sans qu'on assassine une personne dans la région de Tombouctou. Donc nous réclamons la sécurité pour nos populations, les populations de la région de Tombouctou. Donc l'insécurité est vraiment manifeste. Nous vivons dans l'insécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si on nous demande de nous résilier et d'accepter cette situation d'insécurité, alors qu'on sait que l'insécurité, elle n'est pas du tout une fatalité, elle n'est pas du tout naturelle. Si les bandits sévissent, c'est parce qu'il n'y a aucune force pour les dissuader de se manifester. Mais est-ce que ce n'est pas avec un peu l'instabilité qui règne également au Mali?
qui fait que Tombouctou est laissée à elle-même. C'est ce qu'on est en train de dire, mais tout cela... C'est pas général. Non, en réalité, le problème, ce n'est pas général. À Bamako, les gens chantent, ils dansent. Même la dernière fois, on a vu le fils du président de la République qui danse dans un mariage. Donc, c'est pour te dire que c'est pas partout. Hein. Si ils dansent à Bamako, c'est parce qu'ils sont en sécurité. D'accord? Donc, il faut que les gens comprennent que c'est une mauvaise volonté politique. Je te donne un exemple qui va vraiment t'étonner. Le premier ministre du Mali, Boubou Cissé, il a dépensé plusieurs millions de francs CFA pour faire une cérémonie et faire croire à tout le Mali que les travaux de la route de Tombouctou ont redémarré. Ils ont amené des machines, des appareils, tout. Vous pouvez vérifier cet élément sur l'ORTM. Mais qu'est-ce qui se passe? Une semaine après, ils ont repris tous les matériels, ils sont repartis avec. C'est comme si c'était de la comédie pour faire croire au peuple qu'il y a eu le redémarrage des travaux. Et nous, quand on a envoyé des gens pour voir ce qui se passe, malheureusement, les témoignages montrent carrément qu'il n'y a absolument rien. Et quand on a parlé de ça, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Au lieu de trouver une solution, ils ont fait une vidéo à la télé pour dire finalement, on ne va pas redémarrer le 25, mais on va redémarrer dans 4 mois. Alors pourquoi avoir gâté tous ces millions-là dans une cérémonie, inviter des grandes personnalités, trouvant que ce n'est pas la volonté de le faire? Il me semble que ça appuie un peu ce que dénonçait l'artiste planétaire, comment il s'appelle quoi, l'artiste Salif Keïta, oui, merci beaucoup, Salif Keïta. On sent qu'il y a peut-être une responsabilité française, on ne sait pas. Je pense qu'il y a une responsabilité malienne d'abord, parce que quel que soit ce que la France est en train de... C'est vrai, il y a la France qui défend ses intérêts, tout État défend ses intérêts. Comme l'a dit Jacques Chirac, qui est un président français, il n'y a pas... les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Donc les Français, même si aujourd'hui c'est que leurs politiciens sont en train de faire à notre peuple est injuste, mais s'ils arrivent à nous le faire, c'est parce que chez nous, nous avons des politiciens, des mauvais politiciens, des mauvais dirigeants qui acceptent de se soumettre à la volonté de ceux-ci. Parce que si nos politiciens refusent de se soumettre à ces gens-là et se mettent du côté de leur peuple, au lieu de se mettre du côté de la France, les choses allaient changer. C'est à nos politiciens de choisir leur camp. Soit tu choisis le pouvoir, la richesse, la gloire, ta famille, tes enfants, ou bien tu choisis ton peuple. C'est entre les deux que tu dois choisir. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire le mauvais choix. Alors, justement, rappeler à ceux qui nous regardent que vous êtes sur la chaîne Chronique TV. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Hein. Cette émission est à vous. N'hésitez pas à liker, à cliquer, à commenter. Bon, voilà. Je vais revenir à Omar Baraka. Vous êtes, à l'heure actuelle, vous êtes au Sénégal pour une campagne de sensibilisation et d'information. Qu'en est-il vraiment? Oui, nous sommes au Sénégal. D'ailleurs, nous sommes dans ce que je pourrais appeler une tournée internationale du collectif Tombouctou réclame ses droits. Nous sommes à l'étape du Sénégal. Nous avons vu que l'accord signé entre les gouvernements et les collectifs Tombouctou réclame ses droits n'est pas un accord qui est compris par les populations de Tombouctou, qui sont d'ailleurs partout dans le monde. Donc nous nous sommes dit qu'il serait bon de partir vers ces populations-là, nous asseoir avec eux. Ils sont bien représentés ici. Et ils sont bien représentés ici, ils sont là. D'ailleurs, nous avons une conférence avec eux ce soir, Inch'Allah. Donc voilà, donc, pour faire comprendre aux populations de Tombouctou qui sont ailleurs que l'accord qui est signé entre les gouvernements et les collectifs Tombouctou réclament ses droits, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qui est dans l'accord, quelles sont leurs questions par rapport à toutes les activités que les collectifs Tombouctou réclament ses droits à mener à Tombouctou, parce qu'ils nous suivent des lois, ils nous ont soutenus des lois. Donc maintenant, nous voulons être avec eux, échanger avec eux et voir quelles sont les propositions qu'eux-mêmes ont pour le développement de la région de Tombouctou. Parce que nous considérons également que cette diaspora qui se trouve ici au Sénégal et ailleurs, c'est des gens qui peuvent contribuer pour le développement de leur région. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rester là et
d'avoir de l'argent et ne pas l'utiliser pour aider. Parce que les gens ont tendance à attendre toujours à ce que des projets viennent d'ailleurs, à ce que d'autres créent des projets pour qu'eux, ils puissent vivre de ça, alors que les populations de Tombouctou même qui vivent dans la diaspora peuvent aider à construire, à faire des projets même pour les populations qui sont en place. Parce que quel qu'en soit, un jour ou un autre, la finalité c'est de retourner chez soi et ce serait bien de trouver qu'on a fait des réalisations en tout cas. Donc c'est un peu ça la raison pour laquelle nous nous déplaçons vers les populations de Tombouctou qui sont à Dakar, qui sont ailleurs dans toute la diaspora. Voilà. Alors Ibrahima, donc on va un peu parler de la généralité pour finir. Au Mali, la situation sécuritaire là-bas? La situation sécuritaire au Mali, elle est complexe, hein, parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Hein, mais c'est quand même qui est nécessaire, c'est qu'il faut que nos gouvernants comprennent qu'ils sont au pouvoir pour trouver des solutions au peuple. Donc, face à chaque situation, le premier qu'on doit interpeller, c'est celui qui t'a mis au pouvoir. C'est-à-dire le mandat que tu détiens, c'est le mandat du peuple. Donc quand tu es bloqué, c'est vers le peuple qu'il faut retourner et lui demander quel chemin je dois prendre, quelle vision je dois emprunter. Et je pense qu'au Mali aujourd'hui, si nos gouvernants comprennent que la sécurité du Mali ne peut pas aller sans ces populations et que les populations sont appelées à la réflexion, à la proposition de solutions et surtout que cela se fait dans le respect de nos valeurs culturelles. Et il y a un point commun entre le Mali et le Sénégal, c'est ce qu'on appelle le cousinage à plaisanterie. Et si dans un pays qui bénéficie d'une telle valeur sociale, on ne le met pas en pratique. Par exemple, quand on te dit au Mali que dans certaines régions, qu'il y a des conflits entre les communautés. Ces communautés sont des communautés qui ont le cousinage à plaisanterie comme lien. Pourquoi ne pas utiliser ce facteur social pour aujourd'hui amener la paix dans ces zones-là? Pourquoi ne pas inviter leurs cousins à plaisanterie comme médiateur social pour ramener la paix entre eux? Et l'autre chose, c'est quoi? C'est qu'au Mali aujourd'hui, que tu sois du côté de ce qu'on appelle les terroristes ou les djihadistes, que tu sois du côté de ce qu'on peut appeler les rebelles ou les groupes signataires, quel que soit ce que tu es, tu demeures quand même un citoyen africain, un citoyen du Mali. Donc le plus important aujourd'hui, c'est que les gens doivent comprendre qu'ils peuvent faire crépétir les armes pendant 1000 ans. Mais s'ils ne viennent pas à la table de négociation, dans la sincérité, il ne s'agit pas de se retrouver, où on vous donne des enveloppes juste pour la beauté d'une rencontre. Non, il s'agit des vrais acteurs, c'est-à-dire des vrais responsables, se retrouvent autour d'une véritable table de négociation, se parlent dans la franchise africaine, dans la sincérité africaine. Il y aura certainement une solution pour la situation au Mali. Bientôt, on va arriver au terme de cette émission. Je vais me retourner vers Oumar. Oumar, ton mot de la fin? Voilà, donc le mot de la fin, c'est d'attirer quand même l'attention des Africains de façon générale, que le vrai développement ne viendra que des Africains. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra développer nos régions à notre place. Je voudrais que ça soit dans le subconscient de tous les Africains, parce que nous nous considérons comme des Africains tout court, et dans le subconscient de tous les Africains, nous devons se dire que nous pouvons développer chez nous si nous le voulons. Avec la volonté, nous pouvons véritablement y arriver. Voilà. Avant de terminer, nous comptons remercier bien sûr ceux qui nous ont aidés à réaliser cette émission, à commencer par le réalisateur M. Chao. On salue également Cheikh qui a aidé bien sûr dans la réalisation de cette émission. Chers internautes, nous vous donnons rendez-vous prochainement sur votre chaîne Chronique TV.